Vous avez lu Un homme libre. Le livre d'un homme encore jeune, 37 ans, qui n'est entré dans la lumière qu'il y a 7 ans et demi, avec votre nomination comme secrétaire d'État dans le gouvernement d'Édouard Philippe, mais qui, nourrissant les plus hautes ambitions, a tant à raconter, 345 pages. Cet En homme libre tient donc à la fois de l'autoportrait intime et familial, passage obligé du candidat à l'Élysée, du récit initiatique de celui qui découvre la politique exercée au plus haut niveau de l'État, et du retour d'expérience. Et quelle expérience! Vous resterez, quoi que le destin vous réserve, le Premier ministre jeté sous un bus, sacrifié par le président qui l'a nommé 6 mois plus tôt, par une dissolution qui vous est tombée dessus puisque vous n'avez été ni consulté ni informé avant cette funeste soirée du 9 juin. Ce récit occupe la première partie de votre livre, une 50aine de pages, et ce sont les plus saisissantes parce que vous donnez le sentiment au lecteur de tout lui raconter, les échanges, les coups de fil, les allées et venues, les pensées, les arrière-pensées, la perte de confiance entre les deux têtes de l'exécutif, la duplicité du président et ce qui ressemble à un égarement. Plus loin dans le livre, vous restituez avec la même précision le processus de votre nomination à Matignon, mais avec un trou, une omission étonnante. Vous ne dites rien de la crise politique qui a conduit au remplacement d'Elisabeth Borne, à savoir l'adoption du projet de loi immigration avec les voix du Rassemblement national, ce qui a fracturé la majorité présidentielle comme jamais. Mais la dissolution reste la plus grande des blessures. Un coup porté à notre pays comme rarement dans son histoire, écrivez-vous, ce qui n'est pas rien. De ce coup et du témoignage qui est le vôtre, il reste une image, la voici, avec au centre de la photo le regard noir et le visage fermé que vous opposez au président qui vous fait face et qui vient de vous annoncer sa décision solitaire. 9 juin 2024, la pendule présidentielle affiche, on le voit en petit, 19h40 sur la table du salon des portraits à l'Élysée. La présidente de l'Assemblée assise à côté de vous, Yaël Braun-Pivet, est la seule à résister au président ou du moins à lui opposer, à imposer le respect des termes de la Constitution qui veut qu'elle soit consultée. Voilà pour le cliché. Quant au mot qui restera, c'est celui-ci. Il va s'afficher. Je suis pas sûr d'avoir assez de souffle pour le faire bien. Avec 6 F, c'est l'interjection qui sort de la bouche d'Emmanuel Macron 5 jours plus tôt quand vous lui dites « Au fait, on m'a parlé d'une dissolution ». Il répond « Et rien d'autre ». Que vous interprétez sur le coup comme quelle idée absurde, mais donc vous vous demandez si ce n'était pas mais pourquoi on t'en a parlé, ça doit rester secret. Dans le premier cas, il vous ment sans le dire. Dans le deuxième, il assume de vous avoir menti mais continue de vous tenir à l'écart. Dans les deux cas, le récit laisse pantois, tout comme les malentendus qui ont précédé, avec un président qui vous dit de ne pas vous impliquer dans la campagne des européennes et dans votre dos vous reproche votre désengagement. Mais votre réflexion va au-delà de cette défiance et de cette expérience personnelle, même si elle se nourrit de cette expérience. D'où cette phrase qui fait la une du dernier numéro du Point. Je pense savoir comment il faut présider la France. En partageant le pouvoir, écrivez-vous, avec moins de verticalité, en enterrant Jupiter. Bref, en faisant à peu près le contraire de ce que vous avez observé. Emmanuel Macron en contre-modèle. Fort de ce résumé et de ce principe, j'ai imaginé pour vous une affiche de campagne. Ne me remerciez pas, avec un slogan qui vous va comme un gant. Regardez. Voilà, présider autrement. Ouais. Peut-être cette phrase aurait-elle pu vous guider si elle n'avait pas déjà servi. Et sans doute vous l'avez-vous reconnu, vous étiez jeune, 13 ans seulement, mais vous en parlez comme de votre premier souvenir politique. Voici l'affiche originelle, Lionel Jospin, présider autrement, un slogan de second tour qui lui a coûté le premier il y a exactement 24 ans, puisque nous sommes le 21 avril. Dit comme ça, j'imagine que ça vous donne immédiatement envie de reprendre à votre compte le slogan de Lionel Jospin. Non, mais c'est vrai que je livre dans ce livre et dans l'interview au Point que vous avez évoqué un regard sur ce que doit être pour moi l'exercice de la fonction présidentielle aujourd'hui. Effectivement, je crois qu'il y a besoin de partager le pouvoir. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui énormément de choses qui sont décidées ou qui sont gérées à Paris, mais qui devraient l'être, à mon sens, par les collectivités locales ou par les partenaires sociaux. Ce qui veut dire aussi que je crois qu'on a basculé dans une forme d'impuissance publique aujourd'hui, et que le rôle du président de la République, pour moi, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire et donc de débloquer tout ce qui empêche à l'action publique de se déployer. C'est vrai dans notre rapport à l'Union européenne, c'est vrai dans notre rapport à nos administrations, c'est vrai dans notre rapport à notre Constitution qui aujourd'hui parfois est un frein à beaucoup de projets que veulent développer des Français, des entreprises ou des collectivités locales. Et c'est aussi faire le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette espèce de présidence solitaire, verticale. Non, vous savez, d'abord dans le livre, je raconte
factuellement ce que j'ai vécu. Vous avez abordé la question de la dissolution. C'est un événement historique, quoi qu'on en dise. Il a précipité le pays dans le blocage qu'on connaît aujourd'hui. J'ai rencontré tellement de fois des Français depuis qui m'ont dit « mais on aimerait comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué ». Donc je raconte dans ce livre effectivement ce qui s'est joué dans les semaines, les jours qui ont précédé, dans les jours qui ont suivi, ce qu'on ne dit jamais, c'est-à-dire ce qui se passe derrière les portes, dans les coulisses, et comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cette décision a été un tel choc que vraiment, dans les heures qui ont suivi la dissolution, vous avez envisagé d'arrêter la politique. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a dégoûté au point d'envisager de jeter l'éponge à 35 ans seulement ? Non, mais c'est ce que je décris, c'est que je me suis... C'est une nuit dans la résidence des premiers ministres à Souzy-la-Briche, en région parisienne. Oui, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que je suis parti à Souzy-la-Briche, qui est la résidence du Premier ministre, mais parce que je me suis dit aussi quelque part que c'était mon échec. Que si le président avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on avait perdu les élections européennes et j'étais chef de la majorité. J'avais donc une responsabilité dans cet échec. Parce que je me suis dit que si le président m'avait caché ce projet de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est que je n'avais pas réussi aussi de mon côté à installer une relation de confiance suffisante pour qu'il me le dise. Et aussi parce que quand il me l'a dit, c'est-à-dire 1 heure avant les Français, je n'ai pas réussi à le convaincre de prendre une autre décision. Et donc ce soir-là, je me suis dit finalement, est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi mon échec ? Et est-ce que je suis encore légitime à rester dans mes fonctions de Premier ministre, à mener la campagne des législatives. Tout ce que vous écrivez dans ce livre, votre sidération, le sentiment d'avoir été victime d'un jeu de dupes, vous l'avez dit au président, les yeux dans les yeux ? On a eu, je le raconte aussi dans le livre, on a eu un moment, le lendemain de la dissolution, un échange, oui, qui était assez houleux. C'est le moment, je crois, où j'ai exprimé un désaccord radical avec le président. C'est la seule conversation vraiment franche que vous ayez eue avec lui ? Oui, mais aussi parce que... C'est un peu inquiétant que les deux têtes de l'exécutif communiquent aussi peu. Non, mais parce que par ailleurs, vous savez, dans mes fonctions de Premier ministre, je crois que ça ressort aussi dans ce que j'écris, à aucun moment, je me suis senti empêché ou cornerisé par le président. J'ai eu à agir sur des sujets majeurs, la crise agricole, les émeutes en Nouvelle-Calédonie, la question de la délinquance des mineurs. J'ai porté un certain nombre de mesures. À aucun moment... j'ai senti un empêchement de la part du président. On a eu un désaccord radical sur le fond. Donc c'est pas si vertical que ça, alors. En tout cas, dans la relation qu'il avait avec moi, avec le Premier ministre, et je pense avec ses autres Premiers ministres, moi, j'ai jamais senti que j'étais tenu, entre guillemets, dans les décisions que j'ai eu à prendre. Ça, pour le coup, c'est clairement... Il n'empêche, vous écrivez, ce jour-là, au lendemain de la dissolution, je lui dis ce que manifestement personne autour de lui n'osait lui dire. Là, je pense qu'il faut lire aussi pour comprendre, parce que ce qu'on comprend et ce qu'on lit dans le livre, c'est que le soir de cette dissolution, il y a un choix clair, je pense, qui a été soufflé par l'entourage du président de la République et ses conseillers qui l'avaient convaincu de faire cette dissolution, qui est de dire qu'il faut que ce soit une nouvelle élection présidentielle et que le président de la République porte lui-même cette campagne. Et oui, j'étais en désaccord avec ce choix-là, d'abord parce que je crois que la fonction présidentielle, elle doit être protégée, parce que c'est la clé de voûte de nos institutions et que l'exposer ainsi dans des élections législatives me semblait risqué institutionnellement. Et ensuite, parce qu'on le sait, cette décision a été totalement incomprise, il y avait une impopularité importante. Il s'agissait pour nous de sauver les meubles à l'occasion de ces élections. On savait que ça allait être très difficile de les remporter. Et donc, je pensais que ce n'était pas le bon choix. Et donc, ce que manifestement d'autres n'osaient pas lui dire, je lui ai dit à cette occasion. La première fois que vous rencontrez Emmanuel Macron en tête-à-tête, c'est seulement en juillet 2023, 6 mois seulement avant d'être nommé à Matignon. En fait, c'est un homme que vous connaissez mal et qui n'a pas cherché vraiment à vous connaître ? Non, c'est parce que je dirais, je n'ai pas été son collaborateur, comme un certain nombre de personnes qui sont devenues membres du gouvernement. Et on n'avait pas de relation personnelle avant que je rentre au gouvernement. J'étais porte-parole du gouvernement et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à échanger avec lui directement, notamment par message ou à la fin des conseils des ministres. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai eu un entretien en tête-à-tête avec lui dans son bureau, c'est au moment où j'ai été nommé ministre de l'Éducation nationale, donc en juillet 2023, 6 mois avant d'être nommé Premier ministre. Un président dont vous découvrez le fonctionnement, du genre à vous dire dans les yeux de ne pas faire campagne pour les européennes, avant de vous reprocher le contraire par médias interposés. Attal espère ainsi se protéger du bide à venir dans les urnes, confie un conseiller du président au Canard enchaîné en pleine campagne. Pour tenter de limiter les dégâts, il va falloir que le président s'y colle lui-même. Quand on lit ça, on se dit quoi ? À minima, ça rend parano. Vous aurez noté que je raconte factuellement la manière dont les choses se sont passées. Je suis extrêmement factuel. J'ai pas voulu, moi, faire des conclusions définitives. C'est à chaque lecteur de se forger une opinion par rapport à ce qu'il lit. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension. C'est vrai, et c'est ce que je pense que c'est ce qui ressort du livre, mais je pense que peut-être que l'incompréhension a été mutuelle.
Nourri par l'entourage, par les conseillers, là, en l'occurrence. À chaque fois, des fuites de presse viennent contredire ce que le président vous a dit les yeux dans les yeux. Oui, mais je vais vous dire, je pense que les entourages, d'une manière générale en politique, ont quand même à la fin toujours un rôle plutôt négatif. Oui. Et d'ailleurs, je n'exclus pas que mon entourage à moi, y compris à l'époque, ait pu avoir des propos aussi. Donc c'est d'où l'importance de se parler directement. Mais sur ces sujets-là, je ne peux pas dire que la discussion ait pu être réelle et franche à ces occasions. En tout cas, vous vous impliquez dans la campagne des européennes, celle des législatives ensuite, mais l'un des moments les plus spectaculaires, c'est un débat que vous faites face à Jordan Bardella. Là, ce que vous expliquez, c'est comme on fait une double frontière. Maintenant, on va contrôler tout le monde pour vérifier si la personne a tel titre de séjour ou pas. Mais alors, comment vous contrôlez les règles que vous êtes en train de dicter ? Attendez, quand vous êtes à l'aéroport, il y a une file pour les membres de l'espace Schengen. Donc on va faire autant la queue avec notre voiture à la frontière qu'à l'aéroport. Et il y a une file pour les extra-européens. Si vous êtes un extra-européen, vous ne pouvez pas passer par la file de circulation Schengen au contrôle terrestre. Et donc on va contrôler tout le monde. Mais on ne contrôle pas tout le monde. Vous savez, il existe ce qu'on appelle, monsieur Attal... Si vous prenez l'exemple de l'aéroport, tout le monde est quand même contrôlé. Vous jouez sur les peurs. Vous venez de dire, on va faire le même système qu'à l'aéroport, mais on va le faire aux frontières terrestres de la France pour les voitures. Vous déformez parce que vous avez une idée en tête et vous ne voulez pas me laisser répondre. C'est vous qui avez cité cet exemple ? Alors vous avez des phrases assez éloquentes sur Jordan Bardella où vous le cernez, vous lui reconnaissez des qualités de communicant, de fluidité de parole, mais des lacunes sur le fond. Et vous dites, vous critiquez l'aspect robotique de ces réponses. Vous n'avez pas tendance à le prendre de haut Non, mais d'ailleurs, il faut toujours faire attention à ça. Il y avait eu un moment, notamment dans ce débat, qui était assez édifiant. Il critiquait la réforme du marché européen de l'électricité. Et là, je lui réponds, si vous avez lu en disant qu'il avait voté contre. Et je lui réponds, si vous avez lu cette réforme, vous saurez que les critiques que vous évoquez ne se figurent pas dans cette réforme. Et là, il me répond, j'ai pas besoin de lire la réforme. C'est-à-dire, il admet qu'il vote contre une loi sans même la lire avant de décider ce qu'il vote. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a éclaté à l'occasion de ce débat, c'est-à-dire, effectivement, un certain nombre d'éléments de langage, de critiques sur l'Union européenne permanentes, sans véritablement d'éléments de fond pour les étayer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient voir un point commun entre vous, c'est-à-dire le fait que l'un et l'autre, vous n'avez jamais fait autre chose que de la politique ? D'abord, on a des vraies différences. Je pense que c'est toujours important de le rappeler. D'abord, c'est des différences de fond et de valeur. Lui, il a commencé son engagement politique en allant à des meetings de Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai commencé mon engagement politique en allant manifester contre Jean-Marie Le Pen. Ensuite, on a une vraie différence d'expérience. Moi, les 10 dernières années, je les ai passées au gouvernement, dans des fonctions de ministre, de Premier ministre, avec évidemment des échecs, évidemment des erreurs. Aussi, j'espère, quelques progrès et quelques... Et lui dans l'opposition. Et lui n'a jamais été essayé, voilà. Comment ? Lui n'a jamais été essayé, c'est là. Je veux dire, il n'a jamais rien géré, entre guillemets. Moi, j'ai commencé ma carrière politique, en tout cas mon engagement politique, comme élu local. Ça fait 12 ans que je suis élu dans ma commune à Vanves, ce qui n'est pas son cas. Donc ni au niveau local, ni au niveau national, il a eu cette expérience-là. Jordan Bardella, qu'on a vu récemment à la une de Paris Match avec sa compagne, des photos finalement pas si volées que ça. Le président du RN a expliqué ne pas avoir eu le choix et vouloir assumer plutôt que de se cacher. Est-ce que vous pourriez imaginer poser avec votre compagnon, l'ex-ministre et désormais vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, auquel vous consacrez un chapitre dans ce livre ? Non, on me l'a proposé à plusieurs reprises, mais j'ai toujours décliné parce que, comme je le dis aussi dans le livre, j'assume qui je suis et la vie qui est la mienne, mais j'ai jamais voulu la mettre en scène. C'est ce que fait Jordan Bardella ? C'est pas ce que je dis, chacun fait ses choix. Il orchestre sa vie privée pour attirer la sympathie, non, c'est pas ce que je dis, chacun fait les choix qu'il veut faire. Et c'est pas le premier, par ailleurs, il y a beaucoup de responsables politiques qui ont posé en une de Paris Match avec leurs compagnons, leurs compagnes. C'est pas quelque chose de nouveau, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire. Est-ce que les Français ont besoin de savoir avec qui vous partagez votre vie ? Je parle beaucoup de ma vie personnelle dans ce livre, et j'essaye de le faire d'abord pour montrer d'où viennent les combats que je mène politiquement aussi. Je raconte que ma mère nous a élevés seuls avec mes sœurs après avoir divorcé de mon père, que ça a été difficile, que c'est difficile pour une mère célibataire aujourd'hui. Il y en a 2 millions en France, plusieurs millions en France, et c'est aussi pour ça que je m'engage sur ce sujet-là. Quand je m'engage sur la question du harcèlement à l'école, ça vient aussi d'une expérience que j'ai vécue malheureusement quand j'étais adolescent, que je raconte dans le livre. Quand je parle des inégalités entre les femmes et les hommes dans le travail, je parle aussi de mes sœurs et de ce qu'elles ont vécu. Donc il y a ça. Ensuite, sur la question de mon homosexualité, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours aussi assumé, sans forcément le porter en étendard. Et sur la question de mon couple, d'abord, quand vous n'en parlez pas vous-même,
Il y en a d'autres qui en parlent à votre place. Ça, j'ai pu le mesurer dans des portraits, dans des papiers, dans des livres qui ont été écrits. Ensuite, il se trouve que c'était une personnalité publique. Vous l'avez dit, Stéphane est vice-président de la Commission européenne. Je me souviens quand j'ai été nommé Premier ministre, qu'il a été nommé ministre à l'époque dans mon gouvernement, les premiers à nous interroger sur l'état de notre relation, c'était les journalistes eux-mêmes qui voulaient savoir si on était encore en couple. Donc je considère qu'il y a un devoir de transparence parce que c'est une personnalité publique. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une forme un peu de double standard, parce que quand un responsable politique hétérosexuel parle de son couple, on dit que c'est quelque part de la transparence. On n'entend pas les mêmes critiques que ce qu'on peut entendre quand on parle d'un couple d'hommes, où on parle d'impudeur, de choses qui devraient rester secrètes. Donc j'assume aussi. Je n'irai pas jusque-là pour ceux qui critiquent le fait de parler de sa vie privée, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une forme de double standard. Et j'assume aussi, vous savez, parce que je reçois aussi beaucoup de messages de personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui me disent qu'avoir des exemples, des personnalités publiques qui assument leur homosexualité, c'est quelque chose qui les aide. Et à la fois, depuis la sortie de ce livre, vous vous rappelez que vous êtes gay, mais c'est ni un programme politique, ni un manifeste, ni une honte, ni une fierté, c'est un fait. Depuis la publication de ce livre, vous avez reçu un nombre considérable de messages de haine, on vous insulte, des messages abjects dans lesquels on vous accuse de vouloir transformer l'Élysée en cage aux folles. Comment vous l'analysez, ce déferlement de haine? C'est des messages par milliers, depuis la publication. Oui, sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça aussi. Depuis les extraits. Depuis que les extraits de mon livre ont été publiés, les premiers où je parle de mon homosexualité, il y a eu ce torrent de haine homophobe qui s'est déversé. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que d'abord, moi j'ai de la chance parce que je suis entouré, j'ai des amis, j'ai une famille, et parce que quelque part, je me suis blindé aussi ces dernières années, parce que c'est pas la première fois, sans doute pas la dernière, que je subis l'homophobie depuis que je suis une personnalité publique. Là où il y a énormément de Français anonymes qui subissent l'homophobie ou les discriminations au quotidien, qui n'ont pas forcément cette carapace et qui n'ont pas forcément le même entourage qui est là pour les accompagner. Et oui, ça me révolte. Ça me révolte qu'il y a encore ça en France en 2026, de la même manière que ça me révolte que deux hommes qui se tiennent la main dans la rue, parfois, soient agressés, comme c'est encore le cas en France. Que ça me révolte, si on étend à l'ensemble des discriminations, qu'une personne, en raison de sa couleur de peau, soit encore empêchée d'avoir un travail, d'ouvrir un compte en banque ou un logement. C'est terrible de se dire que c'est ça en France en 2026. Maintenant, Anne-Elisabeth Lemoine, est-ce que je considère que la France est un pays qui discrimine, et qui pourrait ne pas élire un président de la République homosexuelle? Je crois que notre pays est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant et beaucoup plus fort que ça. Je pense que c'est une minorité qui existe. Et encore une fois, il y a des Français qui le subissent au quotidien, pour qui c'est infiniment plus dur que moi. Mais moi, je crois, et c'est ce que j'avais dit dans ma déclaration de politique générale, que la France est beaucoup plus ouverte que ce qu'on veut bien croire. Quand j'ai été nommé Premier ministre, il y a eu quelques commentaires sur le fait que c'était la première fois qu'un chef de gouvernement homosexuel était nommé. Bon, j'ai eu le sentiment, ni dans mes fonctions en France, ni dans mes multiples rencontres avec des homologues étrangers et internationaux, que ça changeait quoi que ce soit dans mon action. Vous pensez que les Français sont prêts à choisir un président de la République homosexuel? Bien sûr, je vous ai dit que ma conviction, c'est que notre pays est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant que ce qu'on veut bien croire parfois, parce qu'effectivement, vous avez malheureusement certains qui sont dans la haine et qui ont la haine comme moteur. Et c'est pour ça que c'est toujours important de le dénoncer. Moi, je porte plainte systématiquement quand je fais l'objet d'insultes, parfois même de menaces, parce qu'il ne faut rien laisser passer. Vous avez évoqué votre maman, vos sœurs, avec qui vous avez un lien très fort. Ce livre, c'est aussi un hommage à votre père, qui a été notamment producteur de cinéma. Vous ne cachez rien des addictions qui ont été les siennes, aussi bien au jeu qu'à la drogue. Il est décédé alors que vous aviez 26 ans. Et ce chapitre familial important, il vient après le premier qu'évoquait Patrick, les coulisses de la dissolution. Donc c'est un chapitre qui ouvre presque le livre. Quand on sollicite la confiance des Français, c'est important de dire beaucoup de choses sur ce qui vous constitue. Je pense qu'on a tous des racines et c'est important d'en parler. Et encore une fois aussi parce que ça dit quelque chose de celui ou celle que vous êtes aujourd'hui et parce que ça dit quelque chose de vos engagements politiques. Évidemment, pour moi, la question des addictions, c'est un enjeu majeur aussi parce que je l'ai vécu avec mon père, même si je le dis aussi dans le livre. Je ne veux surtout pas qu'on résume mon père à ça. Ça a été un moment de sa vie et ça a surtout été un père incroyablement aimant, incroyablement présent, qui m'a transmis énormément. C'était dans la famille celui qui était le plus intéressé par la politique, même s'il n'a jamais été militant, il n'a jamais voulu prendre sa carte, être élu. Mais voilà. Et c'est aussi important pour moi d'en parler parce que pour ceux qui ont perdu un proche ou un parent jeune, je pense que chacun sait à quel point ça reste une blessure qui est forte. Et à chaque étape de mon engagement politique, quand il m'arrivait des choses
soit très positive, soit très négative. Forcément que la première chose à laquelle je pensais, c'était que mon père n'était pas là pour le voir. Mais ça me donne aussi, je pense, ça dit aussi quelque chose du sentiment de liberté que j'ai aujourd'hui. Je sais que les combats que je mène et que je vais continuer à mener sont des combats importants, mais que quoi qu'il arrive, ma plus grande blessure ou ma plus grande tristesse, elle ne sera jamais politique. Émilie. Il y a une question qui plane ce soir sur ce plateau, et comme à chaque fois que vous êtes invité, c'est quand est-ce qu'il va le dire et comment il va le dire. Vous voyez un peu de quoi je parle. Votre candidature à la présidentielle, là on est à 1 an du scrutin et il y a clairement 2 camps qui se dégagent. Il y a ceux qui se déclarent, qui l'ont dit, ils sont candidats, mais depuis qui attendent. Marine Le Pen qui attend son jugement, Bruno Retailleau qui attendait peut-être d'être légitimé par les LR, chose faite le week-end dernier, le maire de Cannes, David Lisnard, qui s'est déclaré, a quitté LR, mais attend maintenant une grande primaire à droite, et puis à droite de la majorité, dont vous êtes l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'est déclaré, le premier peut-être d'ailleurs, mais qui depuis attend, on ne sait pas trop quoi. L'autre camp, c'est la stratégie inverse, c'est ceux qui attendent avant de se déclarer, sauf qu'à 1 an du scrutin, c'est de plus en plus difficile d'y échapper. Alors on insinue, on trouve des parades pour en être, sans totalement l'officialiser. Il faut écouter les potentiels futurs candidats. Gérald Darmanin y songe. Yael Braun-Pivet n'exclut rien. Pour Olivier Faure, tout le monde aimerait l'être, alors s'il l'était, il serait ravi. La journaliste Apolline de Malherbe recevait Dominique de Villepin dans sa matinale ce matin, et elle le présentait comme de plus en plus candidat. C'est une autre formule, de plus en plus candidat. La formule peut aussi convenir à celui qui ne se déclare pas, mais crée la surprise en annonçant qu'il se prépare à l'être. François Hollande. Je ne sais pas si vous avez vu cette une de Marianne dans laquelle je déclare que je me prépare. Se préparer à quoi? Comment? Pourquoi? Je me prépare parce que l'enjeu de l'élection présidentielle, il est majeur, il est historique. Moi, je me prépare avec les idées, les rencontres, la volonté de rassembler. D'autres, plus prudents encore, ils ne sont pas candidats, mais ils se sentent capables d'être présidents. C'est le cas de l'ancien Premier ministre, Michel Barnier. Ça ressemble quand même presque à un programme que vous pourriez utiliser si vous étiez candidat. Monsieur Le Tellier, ce n'est pas une déclaration de candidat. Si votre question consiste à dire Michel Barnier, est-ce que vous êtes capable d'être président de la République? La réponse est oui. J'ai été Premier ministre, j'étais bien dans ma peau, je n'ai pas tremblé. Je peux exercer d'autres fonctions. Ça ressemble un peu à ce que vous dites dans Le Point. Je pense savoir comment il faut présider la France. Vous prendrez votre décision après des déplacements partout en France. C'est un moment de vérité. Vous le dites, mais je vous le disais depuis le début de l'interview, la question plane. Ici, on s'adresse pas seulement au chef du parti Renaissance, mais aux potentiels futurs candidats. D'ailleurs, vous nous l'avez dit, vous venez nous livrer un regard de ce que devrait être un président. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Mais d'abord, vous savez, c'est pas une petite décision quand même. Décider d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas encore décidé? Mais pour tous ceux que vous avez évoqués, moi je comprends parfaitement des déclarations en disant j'y réfléchis, je me prépare, je n'exclus rien. C'est pas une petite décision, c'est une décision qui est lourde que vous prenez. D'abord lourde politiquement et lourde intimement avec tout ce que ça emporte comme engagement et potentiellement comme sacrifice. Donc c'est forcément un cheminement et c'est quelque chose que vous mûrissez. Et d'ailleurs, cette phrase qui est en une du Point, qui est extraite de l'interview que je leur ai donnée, je dis que il y a 18 mois, j'aurais pas vraiment su répondre à la question. Et que j'ai beaucoup réfléchi depuis, j'ai rencontré beaucoup de Français, j'ai mûri aussi une réflexion. Maintenant là, je publie ce livre dans lequel il y a un certain nombre de récits de mon expérience au gouvernement, la dissolution, un récit personnel, mais aussi un certain nombre d'idées pour le pays quand même, parce que c'est important de parler de projets, parler de l'éducation des Français, de la santé, des questions économiques, environnementales. Là, je vais aller pendant plusieurs semaines à la rencontre des Français aussi à travers ce livre. Je serai demain soir à la librairie Lamartine à Paris pour une dédicace, dimanche à Biarritz, la semaine prochaine à Lyon. Je vais continuer comme ça. Je vais échanger avec les Français. Et à l'issue de ce moment-là, je prendrai une décision et je l'annoncerai aux Français. Vous ne trouvez pas que ça va très vite quand même? Quand Alexis Kohler, à l'époque secrétaire général de l'Élysée, vous appelle pour vous dire que le président songe à vous nommer Premier ministre, la première chose que vous lui dites, c'est tu penses que j'en suis capable? Bien sûr. Mais c'est ce que je raconte dans le livre. Il y a 2 ans. Ouais. Il y a seulement 2 ans. Mais c'est sain, Patrick Cohen, de se poser ces questions-là. Oui, bien sûr. Il faut se les poser. Et donc, là, vous voulez poser, est-ce que je serais capable d'être président? Mais ça rend la décision que vous prenez, soit d'accepter de devenir Premier ministre, comme ça a été le cas à l'époque, soit d'être candidat à l'élection présidentielle, ça la rend encore plus forte, précisément parce que vous l'avez mûri et parce que vous vous êtes posé toutes les questions. Mais je mets à la place des Français qui nous regardent, j'imagine qu'ils se disent,
encore heureux qu'ils se les posent, ces questions. Oui. Enfin, en tout cas, ceux qui ne se les posent pas, il faut me les présenter. Ils ont énormément d'aplomb. Mais là, c'était pour le poste de Premier ministre, c'était il y a 2 ans seulement. Bien sûr. J'ai appris beaucoup de choses, d'abord en 8 mois à Matignon, et ensuite depuis, j'ai beaucoup travaillé, mûri un projet, échangé avec les Français. Et encore une fois, je vais continuer à le faire dans les semaines qui viennent. Vous n'êtes pas encore candidat, mais vous êtes déjà testé dans les sondages. Édouard Philippe est le mieux placé pour défendre les couleurs de la droite et du centre. Est-ce que ce sont les sondages qui vont ce qu'on appelle décider. la primaire sauvage. Le premier enjeu, d'abord, c'est qu'il faut gagner cette élection présidentielle et qu'il faut éviter ce second tour mortifère entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et pour ça, moi, je crois qu'il y a besoin de 2 choses. Il y a besoin d'abord d'une vraie campagne et ensuite d'un vrai rassemblement. Et d'un seul candidat. J'y viens. Oui. D'abord, une vraie campagne, c'est quoi? C'est l'inverse de ce qu'il y a eu en 2022. Il n'y a pas eu de campagne. Il n'y a pas eu de campagne. Il y avait la guerre en Ukraine, le président s'est déclaré très tardivement. Il n'y a pas eu de vrai débat. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de campagne? D'abord, vous avez une forme de frustration chez beaucoup d'électeurs. Vous avez un président qui est élu sans vraiment de programme. Et donc, vous n'avez pas vraiment le plan de vol pour la suite. Et enfin, vous avez la perte de la majorité absolue qui s'est produite en 2022. Donc, il faut une vraie campagne. Et pour qu'il y ait une vraie campagne, il faut qu'il y ait plusieurs candidats. Et donc, il y aura des candidats différents qui vont proposer un projet, essayer de convaincre les Français, échanger avec eux sur tous les sujets. Et ensuite, jusqu'à quand? Et ensuite, il faudra que des candidats qui partagent les mêmes grands principes, se retrouvent évidemment autour des mêmes valeurs et ont un programme qui est proche. Si jamais il y a un risque de second tour entre LFI et le RN, évidemment qu'ils puissent se rassembler pour éviter la dispersion des voix et qu'on se retrouve avec ce deuxième tour. Mais c'est au plus tard, quand? Je vais vous répondre. J'ai fait une proposition pour qu'on travaille à ce rassemblement. J'ai proposé qu'on mette en place un comité de liaison, c'est-à-dire une instance avec des représentants de mon parti Renaissance, de Horizon. Ah non, ça n'a pas fait flop, il y a eu la première réunion la semaine dernière. Donc Renaissance, Horizon, le Modem, les partis qui ont gouverné ensemble le pays de 2017 à 2024, qui soient réunis autour d'une instance tous les mois pour définir les conditions de ce rassemblement. Ils se sont réunis une première fois la semaine dernière. Ils vont continuer dans les semaines qui viennent. Pour moi, il y a plusieurs possibilités. Il y a le fait d'organiser une primaire, et puis il y a le fait effectivement de regarder la dynamique à travers les sondages. Moi, j'exclus rien. Je pense que l'important, c'est qu'il y ait un rassemblement, mais encore une fois, il faut que ce rassemblement, il se fasse d'abord dans un espace politique qui est cohérent, avec des gens qui partagent quand même l'essentiel. Sinon, ça ressemble à rien et ça ne convaincra pas les Français. Et ensuite, il faut d'abord qu'on parle projet et idées. Donc sans LR. En tout cas, il faut une clarification du côté de LR. Moi, j'ai évidemment la possibilité de construire des choses, et je partage, je pense, des choses avec Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, Jean-François Copé et d'autres. Moins avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy et d'autres. C'est vrai que sur l'Europe, sur l'écologie, sur l'état de droit, sur le rapport aussi à l'extrême droite et au Rassemblement national, comme on l'a vu aux élections municipales, j'ai des vraies divergences. Mais encore une fois, c'est sain. L'objectif, c'est pas de se rassembler pour se rassembler indépendamment des valeurs et de ce que pensent les uns et les autres. Moi, je pense que dans cette élection, c'est la force qui fera l'union. Et donc, il faut qu'il y ait une force de projet et programmatique pour convaincre les Français et ensuite qu'il y ait un rassemblement. Vous restez avec nous jusqu'à 19h50, tout de suite la story de Louis Amar. Au procès, Agnès, ce qu'elle voudrait, c'est faire vraiment émerger la vérité. Je pense qu'elle voudrait crier à l'injustice de la situation. Il y a 4 ou 5 agressions à peu près en moyenne de ce type par an. Ça, ce n'est pas normal d'avoir risqué sa vie dans les établissements. Excusez-moi, mais vous êtes professeur, vous êtes là pour enseigner. C'est l'histoire d'une enseignante poignardée par un élève en plein cours. Elle s'appelait Agnès Lassalle, elle était professeure d'espagnol au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, où elle est décédée le 22 février 2023. Le procès de l'adolescent qui l'a tuée s'est ouvert aujourd'hui à Pau, et le compagnon de la victime, Stéphane Voirin, attendait ce face-à-face depuis longtemps. J'espère seulement voir le prévenu, afin que, pour une fois, il fasse face à ses responsabilités. Le pardon, elle est au bout d'une longue route tortueuse et difficile, sur lequel, pour l'instant, ils ne se sont même pas engagés. Donc le pardon, ce n'est pas l'objet du procès. Le procès, c'est faire vraiment justice. Stéphane Voirin, dont les pas de danse solitaires sur le parvis de l'église avaient tellement ému au jour des obsèques d'Agnès Lassalle, Julien Clerc et Eddie de Pretto lui avaient même consacré une chanson. Le prévenu, lui, a aujourd'hui 19 ans. Il avait prémédité son crime puisqu'il était arrivé à l'école le jour des faits avec un couteau de cuisine caché dans son sac. Il explique avoir entendu des voix qui l'ont poussé à l'acte
Et c'est l'un des enjeux de ce procès. Déterminer, trancher la question du discernement. L'élève était-il ou non en pleine possession de ses moyens ce jour-là? Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation a pris la parole ce matin sur France 2. Il a annoncé les résultats des fouilles menées depuis 1 an sur les élèves pour lutter précisément contre la présence des couteaux dans les établissements scolaires. On a retrouvé pas loin de 1000 armes blanches. Un peu moins, 800. 1000 couteaux. 800 armes blanches, oui. Couteaux, cutters, etc. En 1 an, sur 20 500 contrôles. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de multiplier les contrôles. Et puis, bien sûr, de travailler aussi sur l'éducation. Parce que le premier problème, c'est quand même que le couteau ne sorte pas de la maison. Depuis le mois de septembre, les attaques au couteau dans les écoles se multiplient. Tous les exemples que vous allez voir là sont récents. La Rochelle, Rennes, Strasbourg, Antibes, bien d'autres encore. Et bien sûr, cela inquiète les parents d'élèves, interrogés aujourd'hui en Bourgogne par Salomé Delattre et Benjamin Delmas. Ça fait peur. Je les dépose, je vais les chercher, je reste là, ma fille est en brevet. Je suis coincée là depuis 14 heures, je bouge pas du collège. Je les laisse pas partir toute seule. Ça reste dangereux, ça reste des enfants. Au final, on n'est pas en sécurité, même au niveau du collège ou quoi que ce soit en fait. Ça me fait peur et tout, du coup, j'ai trop peur pour ma vie, quoi. C'est sûr que c'est inquiétant, surtout que moi je travaille dans un collège. On a déjà été amené à ce que des élèves aient des couteaux ou des armes. Inquiétude des parents, donc inquiétude aussi du corps enseignant, au point même que le syndicat UNSA organise des stages d'autodéfense pour apprendre à réagir en cas d'agression au couteau dans une salle. Depuis la mort d'Agnès Lassalle, pourtant, différentes solutions ont été envisagées par les gouvernements successifs. Les fouilles donc, mais aussi l'expérimentation des portiques à l'entrée des écoles. Un décret pris pour rendre obligatoire un conseil de discipline si une arme blanche est saisie dans le sac d'un élève. Emmanuel Macron a même promis d'interdire la vente de couteaux aux mineurs sur Internet. C'était au mois de juin 2025, juste après une attaque qui avait coûté la vie à une surveillante à Nogent. Vous-même, Gabriel Attal, à Presse Drame, vous aviez reconnu une forme d'échec collectif sur ce sujet. Dans votre livre, vous consacrez une 30aine de pages à l'école, mais vous n'évoquez à aucun moment les attaques au couteau, parce que vous n'avez pas la solution pour les éviter, c'est ça? Non, j'évoque la question de l'autorité à l'école. Ouais. C'est un enjeu majeur, parce qu'il y a la question des couteaux. Et là, évidemment qu'il faut poursuivre les fouilles, et que c'est saisissant de se dire que sur 20 000 contrôles, 800 couteaux trouvés. Donc il faut... Pour augmenter le nombre de fouilles, à chaque fois qu'il y a une arme blanche qui est trouvée, il faut évidemment un conseil de discipline et il faut convoquer les parents. Mais indépendamment du couteau, je veux dire, le problème, c'est l'élève qui agresse avec un couteau. Et comment est-ce qu'on se retrouve avec des élèves qui utilisent un couteau pour s'en prendre à une enseignante ou à un autre élève? Et pour ça, moi, je le crois profondément, et j'en parle aussi, qu'il faut une forme de choc d'autorité au plus jeune âge à l'école. Il y a une forme de banalisation de la violence. On le voit, je pense qu'elle est aussi liée aux réseaux sociaux. C'est pour ça que je me bats pour l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Mais au-delà de ça, il y a une forme de délitement du sens des règles et de leur respect. Moi, quand je parle avec des enseignants du premier degré, des maîtresses d'école, elles me disent qu'elles voient aujourd'hui des comportements en classe de CM1 ou de CM2 en matière d'agressivité vis-à-vis d'elles ou d'agressivité entre les élèves, qui sont des comportements qu'elles ne voyaient pas il y a quelques années à l'école primaire, qu'on voyait parfois à la fin du collège. Il y a une forme de banalisation et de débridement de la violence, y compris très jeune. Moi, je crois que c'est évidemment un enjeu d'éducation, apprendre ce qu'est le respect des règles, mais il faut aussi solenniser davantage les sanctions. Je plaide, par exemple, qu'il y a maintenant la mise en place d'un conseil de discipline dès l'école primaire, pour solenniser la sanction. Il faut qu'un enfant il puisse comprendre que quand il y a un écart vis-à-vis des règles, quand il ne respecte pas les règles, il y a des conséquences, regardez, il y a des sanctions. Qui est pris, qui dit conseil de discipline automatique si on trouve un couteau dans le sac d'un élève. Pour autant, on en trouve toujours autant. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'encore une fois, il y a un travail qui doit commencer très jeune pour faire comprendre et apprendre aux enfants qu'en fait, quand on ne respecte pas les règles, il y a des conséquences. Puis ensuite, ça doit se poursuivre au collège. Je plaide aussi au collège pour qu'on ait maintenant une échelle nationale des sanctions. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les chefs d'établissement ou les CPE? Ils vous disent que quand il y a un élève qui a un écart, qui ne respecte pas les règles, voire qui agresse, ils veulent lui mettre une sanction. Qu'est-ce qui se passe très vite? Vous avez évidemment d'autres élèves, et souvent les parents, qui viennent quelque part presque les intimider en leur disant « vous n'avez pas à mettre telle sanction à mon enfant ». Et ben en fait, si vous avez une échelle nationale des sanctions, que le CPE, le chef d'établissement, l'enseignant, il dit « c'est pas moi qui décide, c'est l'institution qui me demande de prononcer cette sanction parce que ce comportement est inacceptable dans l'école de la République », vous leur donnez plus de force pour agir. C'est comme ça que j'avais clarifié, par exemple, les règles sur la laïcité à l'école. Encore faut-il que les décisions, les mesures imaginées par un ministre de l'Éducation nationale ne soient pas effacées par son successeur. C'est ce qui vous est arrivé, vous l'expliquez dans le livre. Je ne m'explique pas comment Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a défait tout ce qu'Elisabeth Borne, première ministre, avait validé lorsque j'étais membre de son gouvernement. Alors pas tout, il y a des mesures qui ont survécu, heureusement. Je me suis battu évidemment pour l'élévation des savoirs
à l'école. Moi, je crois que si on veut que la France puisse rester ou redevenir à certains égards un grand pays dans le concert des nations et notamment dans la guerre technologique aujourd'hui avec les États-Unis et la Chine, il faut qu'on redevienne une nation de scientifiques et d'ingénieurs. Et ça passe par l'école et ça passe par le renforcement de la place des maths et des sciences à l'école de la République. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous répondre, mais pour dire qu'il y a des choses qui sont restées de ce que j'ai lancé. Vous écrivez tout, hein, mais bon. L'importation de la méthode de Singapour pour les mathématiques à l'école primaire, la mise en place d'une épreuve de mathématiques pour tous les élèves de première. D'ailleurs, les élèves de première de cette année, même pas beaucoup, parce que c'est les premiers qui auront ce bac de maths en fin de première. Je l'ai décidé à l'époque. Maintenant, c'est vrai. J'avais décidé notamment d'une mesure qui est pour moi très importante, que sont les groupes de niveau, parce que les enseignants eux-mêmes vous disent qu'au collège, il y a aujourd'hui un écart tel entre les élèves au sein d'une même classe qui n'arrivent plus à faire progresser personne, parce que dans une classe où vous avez des élèves qui ne savent pas compter, je rappelle qu'il y a un élève sur 3 qui rentre en 6e qui ne sait pas compter. Donc des élèves qui ne savent pas compter et des élèves qui comptent parfaitement, ils n'arrivent plus à faire progresser personne. Parce qu'en fait, ils sont obligés de faire un cours moyen pour essayer que personne ne décroche. Donc oui, j'ai mis en place cette mesure des groupes de niveau pour dire, en français, en mathématiques, en fait, on organise des classes selon le niveau des élèves pour que tout le monde puisse progresser. Ça a été remis en cause par ma successeure Elisabeth Borne, je le regrette. Maintenant, j'espère qu'à l'avenir, on trouvera le moyen de le mettre en place. Le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Prochaine fois. Le gouvernement prolonge l'aide pour les gros rouleurs. Oui, le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Donald Trump, le président américain, accuse l'Iran de violer la trêve qui va prendre fin la nuit prochaine à 2h du matin. Il menace déjà de bombarder à nouveau. Il veut maintenir son blocus tant qu'un deal n'est pas trouvé. Sa guerre en Iran continue de polluer nos finances, celles surtout des gros rouleurs professionnels comme les aides à domicile ou les infirmiers qui jusqu'ici n'étaient pas concernés par les aides du gouvernement. Avant, je mettais 45 € pour un plein. Maintenant, je mets 60-70 € pour un plein. Et je le fais environ 4-5 fois par mois. On essaye de regrouper les patients dans les villages, en fait, de faire les soins en même temps. Voilà, pour cette dame, ça fait donc 100 € de plus par mois depuis le début de la guerre. Le gouvernement a déjà mis sur la table 130 millions d'euros ce mois-ci, notamment pour aider les agriculteurs et les pêcheurs. Ben pour le mois prochain, c'était des prolongés. Elle passe à 30 à 35 centimes le litre pour les pêcheurs et 15 centimes le litre d'essence pour les agriculteurs. Et il y aura finalement aussi une aide pour les grands rouleurs professionnels. On a plutôt privilégié un dispositif de confiance, souple, dans lequel, au fond, on ne va pas chercher à fliquer, pardonnez-moi cette expression, nos concitoyennes et nos concitoyens. Si ça va mieux pour se passer tout ça, malheureusement, la tournure des événements et la structuration des marchés m'invitent à être prudent. Si les choses devaient s'aggraver, il va sans dire que d'autres annonces pourraient être faites. Voilà, donc il pourrait y avoir d'autres annonces à terme. 3 millions de travailleurs pauvres aidés en tout cas le mois prochain. Sauf que pour financer l'impact de la guerre, il faut trouver de nouvelles économies. Il y a 6 milliards d'euros de dépenses qui sont gelées, notamment 4 milliards d'euros directement sur les ministères. Et pour dégager des marges de manœuvre budgétaires, certains misent déjà sur une réforme des retraites à la prochaine présidentielle. Ce sera d'ailleurs l'un des enjeux de l'élection de Jordan Bardella, un de vos rivaux. Le RN qui n'est plus arc-bouté sur le retour aux 60 ans, même pour ceux qui commencent à 20 ans. Édouard Philippe, lui, plaide pour travailler plus longtemps, peut-être plus longtemps dans la semaine, ce serait donc la fin des 35 heures, ou pourquoi pas, dit-il, jusqu'à 67 ans. Vous, Gabriel Attal, vous écrivez page 160 de votre livre, il faut changer de fond en comble, créer un nouveau modèle universel, débarrassé de l'âge légal de départ, fondé uniquement donc sur une durée de cotisation, avec une part de capitalisation. Donc vous dites, comme Édouard Philippe aux Français, il va falloir travailler plus, et pas forcément pour gagner plus. Moi, c'est différent. Moi, je propose de changer notre système de retraite. Je ne propose pas les 67 ans ou d'avancer l'âge légal de départ. Au total, on travaille plus, du coup, pour financer les... C'est sûr, il faut travailler plus longtemps, l'espérance de vie augmente. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut aussi donner plus de souplesse et de liberté. Vous savez qu'aujourd'hui, l'âge légal de départ, c'est devenu ce qui cristallise toujours l'opposition aux réformes de retraite. C'est des mesures qui sont perçues comme brutales, mais qui, en réalité, ne changent plus grand-chose au fonctionnement de notre système. Dans la réforme de 2023, qui a décalé l'âge légal de départ de 2 ans, l'âge de départ effectif, en moyenne, des Français n'augmente que de 6 mois. Parce que vous avez plein de règles différentes, carrière longue, pénibilité, etc. Moi, ce que je dis, c'est on fait un nouveau système. Avec un socle, par répartition, évidemment, de solidarité pour tout le monde, une part de capitalisation qui sera aussi bonne pour notre économie. Et ensuite, il n'y a plus d'âge légal de départ. Il y a la durée de cotisation avec une vraie décote si vous partez tôt, une vraie surcote si vous partez plus tard, pour inciter à travailler plus longtemps. Et ensuite,
Si les Français décident de partir très tôt... Sans âge pivot, sans aucune référence. Non, on ne propose pas d'âge pivot, on propose, dans notre système, un montant de pension minimale qu'il faut avoir acquis pour pouvoir partir à la retraite, ce qui dépendra des carrières. C'est-à-dire qu'en gros, on propose un système de retraite universel, les mêmes règles pour tout le monde, on arrête à voir ces 42 régimes. 2, on propose que ça ne soit pas un système par points comme ça avait été proposé en 2019, parce que la valeur du point, ça avait perdu tout le monde, les gens ne comprenaient pas comment ça allait fonctionner, ça n'avait pas créé de la confiance, donc on le libelle en euros. Et donc tout au long de votre carrière, vous pouvez savoir à combien vous avez droit de pension de retraite à ce stade. Et on propose qu'à partir d'un certain montant de pension de retraite, ça peut être 1000, 1200 euros, vous êtes autorisé à partir. Ne plus faire référence à un âge légal, simplement la durée de cotisation. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous faites de l'âge de 67 ans pour ceux qui n'ont pas leur trimestre l'âge d'annulation de la décote, dans notre projet, on ne le supprime pas, parce que c'est important de le garder, notamment pour les femmes, puisqu'on sait qu'elles ont des carrières qui sont... c'est pour ça qu'on le maintient, parce que c'est des carrières hachées, mais c'est un nouveau système de retraite qu'on a travaillé avec un grand spécialiste des retraites qui s'appelle Éric Veil, qui a publié un livre sur le sujet, qui a co-signé notre programme en matière de retraite. Et c'est vrai que c'est une différence que j'ai avec d'autres candidats, c'est que moi je considère que notre système est arrivé à un niveau où bouger simplement les paramètres de l'âge ou de la durée de cotisation ne permettra pas de sauver le système. Et d'ailleurs, regardez, tous les 3-4 ans, on nous explique qu'il faut une nouvelle réforme, mais attention, c'est la dernière qui va sauver le système, après ça ne sera plus la peine d'y revenir. La réalité, c'est que c'est notre système lui-même aujourd'hui qui ne fonctionne plus, tout simplement parce que la démographie n'est pas celle que nous avions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il a été bâti, quand il y avait 5 Français qui travaillaient pour financer la pension d'un retraité. On tend vers le 1 pour 1, donc ça ne fonctionne plus. Il faut assumer de changer de fond en comble ce système. On parle ce soir de l'incroyable armée des robots ukrainiens. Oui, les drones ne sont plus seulement dans les airs en Ukraine. Le pays a aussi développé un drone naval très efficace. Et ce que vous voyez là sont des drones qui fonctionnent sur roues. Воно може виїжджати на зустріч і наносити вогневе ураження. І не переживати, що це там хтось зараз загине. Тому проче. Можна робити зачистки, можна під'їжджати до якоїсь хати і наносити вогневе ураження, що... Ces robots-là, ils patrouillent déjà sur le front. Ils n'ont qu'à revenir de manière autonome à leur base pour se recharger. Ils peuvent tirer sur l'ennemi tout seuls. Ils sont même capables de sauver d'autres robots, de les hisser, de les ramener à l'abri. Ils peuvent aussi apporter des munitions, de la logistique sur le front. L'Ukraine ambitionne de déployer 25 000 robots sur le front pour remplacer les hommes aux premières lignes. Ils sont tellement efficaces que les Russes se rendent parfois aux robots. Des soldats russes qui montrent ici une affiche, c'est écrit « Nous voulons nous rendre ». D'autres soldats qui se couchent alors qu'ils ne font face à aucun humain. Ils font face seulement à certains de ces robots. Le président Zelensky a même revendiqué la prise d'une position entière pour la première fois sans avoir déployé aucun humain. Перше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами НРК та дронами. Окупанти здалися в полон. І цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат з нашого боку. Et Gabriel Attal, vous avez rencontré le président Zelensky, notamment depuis votre départ de Matignon. Vous vous rappelez dans votre livre que vous êtes rendu 4 fois en Ukraine depuis que vous n'êtes plus Premier ministre. Or, l'Ukraine attend toujours un prêt de 90 milliards de l'Union européenne. La défaite d'Orban en Hongrie ouvre la voie à un feu vert européen qui pourrait intervenir dès demain. Mais Jordan Bardella, lui, a voté contre. Il a assumé sur le plateau du 20h de France 2. On vient expliquer aux Français qui sont pris à la gorge aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent pour leur pouvoir d'achat, qu'il n'y a plus d'argent pour construire des hôpitaux, qu'il n'y a plus d'argent pour des services publics qui fonctionnent. Mais comme par magie, on a trouvé 18 milliards d'euros pour la France, avec les pays qui ne veulent pas contribuer. 90 milliards, c'est le prêt européen, c'est 18 milliards pour la France. On retrouve donc spontanément de l'argent que l'on envoie à l'Ukraine. Voilà, c'est la Russie qui est censée rembourser ce prêt européen. Jordan Bardella dit que ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et qu'est-ce que vous répondez aux Français qui se disent qu'on n'a pas les moyens de prêter ou de donner 18 milliards d'euros à l'Ukraine? Mais d'abord, c'est un prêt, et c'est un prêt aussi qu'on gage sur l'intérêt des avoirs russes qui sont gelés aujourd'hui en Europe. Moi, je plaide même pour la saisie de ces avoirs. C'est-à-dire qu'on utilise ces avoirs pour financer l'aide. La Belgique bloque. Voilà, il faut l'accord de la Belgique pour ça. Quelques pays qui bloquent, effectivement, mais c'est aussi de la conviction, hein, l'engagement politique et diplomatique, donc il faut aller au bout. Après, c'est pas nouveau de la part du Rassemblement national. Regardez les votes au Parlement européen, ils se sont opposés systématiquement à tous les paquets de sanctions ou tous les paquets d'aide qui ont été décidés pour l'Ukraine. Vous l'avez rappelé que je me suis rendu 4 fois en Ukraine ces dernières années. À chaque fois que j'y suis allé, j'ai vu des responsables politiques, humanitaires, diplomatiques, économiques qui m'ont demandé
si c'était vrai qu'il y avait un risque que le Rassemblement national gagne l'élection présidentielle en France en 2027. Ça les inquiète en Ukraine. Ils y voient un risque existentiel pour eux. Aussi parce que quand on avait eu le débat au moment de la dissolution, Jordan Bardella avait dit que s'il était Premier ministre à l'issue de ces législatives, la France arrêterait de livrer des missiles longue portée à l'Ukraine. Donc pour eux, c'est extrêmement concret. Alors même qu'ils sont aujourd'hui sur le front d'une manière extraordinairement courageuse, et que j'étais à Kharkiv, donc à 20 km du front il y a quelques semaines, j'ai vu des soldats qui m'ont dit, les yeux dans les yeux, vous savez, quand on se bat aujourd'hui sur le front, on se bat évidemment pour nous, pour nos familles, pour notre pays, mais on se bat aussi pour vous, parce qu'on défend les valeurs de l'Europe, on défend la liberté, et on sait que c'est une valeur qui est aussi la vôtre, et c'est aussi pour vous qu'on se bat au quotidien. Et il y a une de vos idées phares qui a fait les frais des grandes économies, c'est le SNU, le Service National Universel. Vous vouliez l'étendre à toute une génération, et vous aviez même, on voit les images, donné de votre personne. Ouais. Ok les gens, maintenant exercice de cohésion de groupe. On va être 2 par pneu, un qui tire fort et l'autre qui passe à l'intérieur. C'est parti. Ok, vous êtes prêts monsieur le ministre? Allez. Oui. Ok, allez, allez. Allez, c'est bon. On passe à l'intérieur. Victoire. Bravo. Voilà, sauf qu'il a été enterré, le SNU. C'était il y a 7 ans, hein, je m'en sors mieux depuis aujourd'hui. C'est l'annonce de ce soir. Vous êtes en meilleure forme qu'il y a 7 ans. Ouais, je pense. Bon, écoutez, selon la Cour des comptes, 5 milliards d'euros par an alors qu'il était budgété à 2 milliards. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. 5 milliards. C'est ce que disait la Cour des comptes. Parce qu'il est resté au stade de l'expérimentation. Qu'il coûterait. C'est ça, ce qu'il coûterait s'il était généralisé avec les mêmes conditions que l'expérimentation. Qu'à 2 milliards seulement. Moi, je continue à penser que c'est un dispositif qui serait utile aux Français. D'abord, je l'ai vu avec les jeunes qui ont fait leur service national universel. Ça crée un moment de creuset républicain, de cohésion, où vous avez des jeunes venus de toute la France qui sont mélangés par-delà leurs origines sociales, géographiques, autour des valeurs de la République, du respect des corps en uniforme et qui apprennent un certain nombre de choses. Je pense que c'est utile pour le pays. Maintenant, le choix n'a jamais été fait de le généraliser par le président de la République. Il faudra, je pense, inventer quelque chose d'autre. C'est un sujet sur lequel je travaille. Je ferai des propositions en ce sens parce que je continue à penser qu'il y a besoin de ce creuset républicain et de ce moment finalement autour des valeurs de la République où on transmet un certain nombre de choses aux jeunes, indépendamment de ce qu'on apprend évidemment à l'école. Votre livre, Gabriel Attal, fait réagir. Mais d'abord, il y a une réclamation, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, qui vous a été faite au Salon du Livre. On va revoir du coup l'image. Il y a une grande attente chez un individu en particulier, le président. Est-ce que vous allez lire le livre de Gabriel Attal? Ah, bien sûr, je lis tous les livres. On m'envoie. On m'envoie. Non, pas encore, mais c'est normal. Il va le recevoir bientôt. Je pense qu'il l'a reçu maintenant, puisque j'ai évidemment envoyé au président de la République mon livre. Mais vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez pas fait de retour pour l'instant. Non, mais c'est il y a quelques jours ou hier. Donc, c'est pas précipité sur votre livre. Je pense qu'il l'a reçu hier ou aujourd'hui, donc non, je ne peux pas lui en vouloir de ne pas s'être précipité sur mon livre. Il y a quand même beaucoup de choses à gérer aujourd'hui en France et à l'international. Elle est secrète, la dédicace. Oui, c'est regarde. Bon, vous avez suscité une demande en multipliant les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous mettez en scène, par exemple, on va vous voir ici en train d'écrire avec un stylo enflammé tellement ça vous brûle les doigts, et comme on est sur TikTok en 2026, et vous êtes un homme politique entre guillemets jeune, vous répondez aux commentaires. Quelqu'un vous a écrit So proud, tellement fier, et vous répondez franchement oui. Vous avez supprimé d'ailleurs beaucoup de commentaires aujourd'hui. S'il y en avait d'autres que je voulais vous soumettre, mais ils ont disparu. C'est mon équipe alors. C'est votre équipe. Je pense que je réponds parfois des trucs et mon équipe dit non mais qu'est-ce qu'il a répondu là? On a supprimé ce truc-là. Tout est bon pour faire de la réclame, même faire ce qu'on appelle du name dropping, c'est-à-dire citer des gens connus, même si ça n'a rien à voir. Gabriel, t'as vu que Tom Holland et Zendaya s'étaient séparés? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je sors mon livre le 23 avril, Un homme libre, et qu'il est déjà disponible en précommande. À bientôt pour en parler. Et alors, cette vidéo-là, elle a fait réagir, elle est qualifiée par certains de vos détracteurs de gênante. Vous savez comment disent les jeunes? Les jeunes disent pas gênant, cringe. Regardez. Gabriel, t'as vu que Tom Holland et Zendaya s'étaient séparés? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je sors mon livre. Face au cringe, tous responsables. Plus d'informations sur ministèreducringe.com. Voilà, cringe, c'est gênant. Bah écoutez, de toute façon, quand vous sortez une vidéo de TikTok, du contexte de TikTok, voilà, c'est toujours quelque chose d'un peu décalé. Maintenant, moi, j'assume d'utiliser les réseaux sociaux pour la communiquer. Prochaine, vous allez voir. Pour communiquer. Vous annoncez votre dédicace la prochaine avec un hamster qui danse. Alors, c'est pas sur mon compte à moi. Et alors, vous avez été pris la main dans le sac, c'est le parti Renaissance. Ouais, bah, c'est votre parti. Oui, c'est ça, c'est le compte du parti. Vous avez même fait des fausses critiques de stars, c'était du second degré, réalisées avec de l'IA. Hermione Granger, l'héroïne de Harry Potter, c'est écrit 5 étoiles, oubliez le ministère de la magie, voilà le vrai programme. Et même Cristiano Ronaldo, je sais ce que c'est que de travailler dur tous les jours pour rester numéro 1. Gabriel a cette même mentalité de gagnant. Alors ça, plus précisément, c'est des jeunes militants qui avaient fait ces petits montages, et c'est pas sur mon compte à moi,
c'est sur le compte du parti qu'ils ont été republiés, mais ça, pour le coup, ça c'est moi qui leur ai dit de les supprimer parce que je leur ai dit ça c'est totalement cringe. Voilà. C'est vrai. C'est pas pour des histoires de droit à l'image, etc. Non, pas du tout. Je trouvais ça juste bizarre. Mais oui, il faut utiliser les réseaux sociaux. Après, vous avez plein de jeunes qui font ça super bien, qui vous envoient des choses et vous sélectionnez ce que vous voulez reprendre. Un homme libre, c'est le titre de cet ouvrage qui sera disponible après-demain. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est Tabou. Dans un instant, nos